Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter tout d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Amélie Andrieux. Je suis pharmacienne assistante dans le service de pharmacotechnie du CHD Vendée à La Roche-sur-Yon. Donc là, je vous présente un sujet qui est dans un contexte de thèse que j'ai réalisé en 2021. Je vous ai présenté, alors je ne sais pas si c'était récent, mais je vous fais un petit rappel. J'ai présenté il y a 2 mois une première partie de ma thèse qui consistait à réaliser une analyse de risque en plaçant Drucam donc au cœur de cette analyse de risque. Et là, du coup, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de Drucam, mais comme outil de gestion de la performance. L'objectif de l'étude, c'est de mettre en place une méthode de supervision des erreurs de préparation à l'aide de Drucam et d'identifier des variables explicatives. On va avoir 3 grandes méthodes pour cette étude. On va réaliser une première analyse qui est une analyse descriptive de la base brute. Donc, on a extrait notre base brute depuis les débuts d'utilisation de Drucam, donc depuis 2018. Et à partir de cette base brute, on va pouvoir dissocier 3 types de préparations. Donc, on a les préparations qui sont détectées en anomalie par Drucam, donc c'est les préparations qui apparaissent en jaune sur mon schéma. Et à côté de ça, on a les préparations que l'on appellera sans anomalie. On en aura 2 types. On a les préparations sans anomalie et sans indexation manuelle. Donc ça, c'est les préparations qu'on va directement libérer sur Drucam qui apparaissent en bleu. Et on a un autre ensemble qu'on appellera les préparations sans anomalie, mais pouvant contenir des indexations manuelles. Donc, ça va regrouper mes préparations bleues, mais en plus, on va considérer les préparations avec indexation manuelle seule comme étant des préparations sans anomalie. L'intérêt, en fait, de comparer les 2 types de préparations, c'est de pouvoir mesurer l'impact de l'indexation manuelle. À partir de cette analyse descriptive, on va étudier les préparations donc sans anomalie et on va étudier différentes variables, donc l'impact de ces variables sur ce taux de préparation sans anomalie. On va avoir différentes variables comme l'expérience préparateur, la charge d'activité, le temps de préparation et la nature de la molécule préparée. La seconde analyse est une analyse statistique. Cette fois-ci, on va s'intéresser à l'erreur de préparation. Donc nous, pour déterminer l'erreur de préparation, on a visualisé des vidéos. Donc sur 8 semaines de production, on a visualisé toutes les vidéos qui apparaissaient en anomalie par Drucam. Et on va étudier l'erreur de préparation et aussi mesurer l'impact de nos variables que je viens de vous citer. La troisième méthode consistait à envoyer un questionnaire Google Form à d'autres centres, à d'autres unités de production qui sont elles aussi équipées de Drucam et évaluer la gestion de l'erreur, la performance et notamment les formations. Donc nous, notre intérêt, en fait, c'est de pouvoir suivre l'erreur de préparation. Sauf que jusqu'ici, on ne renseignait pas dans Drucam Control l'issue de l'anomalie. Donc, quand on a fait l'extraction, on avait accès aux préparations avec anomalie, mais pas aux erreurs directement. Donc, on voulait savoir est-ce qu'on pouvait superviser les erreurs de préparation en suivant les anomalies détectées par Drucam. On a réalisé une analyse statistique à partir de nos vidéos qui ont été visualisées. Donc, on va avoir 2 variables quantitatives que l'on va étudier, le lien entre les 2, donc le nombre d'erreurs de préparation et le nombre d'anomalies. On a 18 préparateurs présents sur l'étude et on va réaliser un test de corrélation et qui va montrer qu'on y a un lien entre le nombre d'anomalies et le nombre d'erreurs de préparation. La première variable que l'on va étudier, c'est l'impact du temps d'expérience préparateur. Donc là, sur ce schéma, sur le graphique, on va étudier le taux de préparation conforme, donc sans anomalie, qui est donc en vert, et on va l'étudier en fonction du temps d'expérience préparateur, donc qui est exprimé en mois. On a 3 statuts différents d'expérience qu'on a déterminés en fonction de nos durées d'apprentissage et de nos réhabilitations, parce que nous, la réhabilitation est prévue à 24 mois. Donc, on a 3 statuts et on va observer donc le nombre de préparations conformes et on voit que le taux de conformité, l'endroit où ça sera le plus bas, c'est pendant la phase d'apprentissage. Après, ça va augmenter rapidement pour arriver de manière constante en fait autour de 75-80% pendant le statut habilité. À partir de 20 mois, on voit que ça va osciller. Il y a une petite chute jusqu'au, on va dire, 28 mois. Et après, une réaugmentation à partir de 30 mois d'expérience. Sachant qu'à partir de 30 mois d'expérience, on a peu de préparateurs parce qu'on a peu de préparateurs qui ont cette expérience-là. Donc, c'est peu interprétable. En parallèle,
Donc, on va réaliser une analyse statistique sur notre échantillon de vidéos qui ont été visualisées. Et là, on étudie le nombre d'erreurs de préparation. Et là, le test ressort significatif. Il y a bien un lien entre le temps d'expérience et le nombre d'erreurs de préparation. Et on voit qu'on a un taux d'erreur qui est donc plus important pendant la phase d'apprentissage, donc jusqu'à 3 mois, pour diminuer de plus de la moitié ensuite pendant statuabilité et réaugmenter légèrement après 24 mois, après la réhabilitation. On a donc montré qu'il y avait un lien entre l'expérience préparateur et le risque d'erreur de préparation. La deuxième variable que l'on va étudier, c'est l'impact de la charge d'activité. Donc là aussi, on a notre courbe verte, comme tout à l'heure, qui représente le taux de conformité de préparation. Et là, on l'étudie en fonction des seuils d'activité. Donc, c'est des tranches d'activité qui sont répertoriées par dizaines. Et en parallèle, on a renseigné le nombre de préparations cumulées. Donc ça permet de voir que notre activité moyenne, enfin 85% de notre activité est comprise entre 110 préparations journalières et 190 préparations journalières. On voit que le taux de conformité des préparations est relativement stable sur cette période-là, sur ces seuils d'activité-là. Et on a des petites fluctuations sur les seuils d'activité extrêmes, donc pour en dessous de 100 préparations journalières et au-dessus de 200. Sachant que là, du coup, on a très peu de jours sur l'étude, donc très peu interprétable. On a réalisé un test statistique à l'aide des quartiles. En fait, on a défini des seuils d'activité, donc un seuil d'activité bas, un seuil d'activité moyen et un seuil d'activité haut. Et le test statistique, lui, de l'erreur, quand on étudie l'erreur de préparation, ne ressort non significatif. Il n'y a pas de lien entre le risque d'erreur et la charge d'activité. Donc, c'est un peu ce qu'on retrouve dans notre analyse descriptive, en concordance. La troisième variable qu'on va étudier, c'est l'impact du temps de préparation. Donc là aussi, on retrouve notre courbe verte, qui est donc le taux de préparation conforme, en fonction des temps de préparation. Donc chaque préparation va être rangée en fait par temps de préparation. Et en parallèle, on va renseigner aussi le nombre d'étapes qu'on va trouver dans ASSIST, dans DRUCAM ASSIST. Et on voit donc que plus il y a d'étapes, plus le temps de préparation va être long. Et aussi que plus le temps va être long, plus on va avoir un taux de conformité des préparations qui va diminuer. Et donc potentiellement un risque d'erreur. En parallèle, on va déterminer à l'aide des quartiles des tranches de temps de préparation. Donc on a un temps de préparation lent, un temps de préparation plutôt moyen et un temps de préparation plutôt court, moyen et long. Et à l'aide de ces quartiles, on va faire une analyse statistique avec nos vidéos qui ont été visualisées. Et là, on va étudier l'évolution du nombre d'erreurs de préparation, enfin, le lien entre l'erreur de préparation et le temps de préparation. Et là, on voit que ça ressort significatif et on montre que des temps de préparation courts, on a un risque d'erreur moins important par rapport à des temps de préparation plus longs. Donc ça aussi, c'est en concordance avec ce qu'on observe dans notre analyse descriptive. Comme on a montré que l'expérience préparateur et le temps de préparation avaient des impacts sur le risque d'erreur, on s'est intéressé à savoir est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ces deux facteurs-là. Et donc là, sur ce graphique, chaque courbe en pointillé schématise un préparateur. Et chaque préparateur va être étudié en fonction de son expérience en mois et on va étudier le temps de préparation du préparateur en fonction de son expérience. Les quartiles 1 et 3 donc, nous ont permis, comme je vous ai dit tout à l'heure, de déterminer un temps de préparation, on va dire, cible. Et on voit que jusqu'au 5e mois, on a des préparateurs qui sortent un peu de cette zone cible. On a des temps de préparation assez longs. Et après, 85% à partir du 5e mois, on a 85% des préparateurs qui rentrent dans cette temps cible. Et après, on voit que, par exemple, si on suit le préparateur ici, on voit que relativement, ça reste un préparateur qui est assez lent sur les préparations, mais qui reste stable au fur et à mesure du temps d'expérience. La dernière variable qu'on a voulu étudier, c'est la nature de la molécule. Et a-t-elle un impact sur le risque d'erreur ou sur le taux de conformité des préparations? Dans notre analyse descriptive, là aussi, on va avoir nos deux courbes qui représentent les préparations conformes, donc sans anomalie. La différence, c'est que
Donc, on a nos deux types de préparation, les P+ et les P- dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a les P- qui vont regrouper les indexations manuelles et les P+ qui excluent l'indexation manuelle, c'est-à-dire que dans les P+, on considère que l'indexation manuelle est une anomalie. L'intérêt est de pouvoir comparer les molécules où on va avoir des indexations manuelles importantes. On voit qu'on va avoir des molécules avec un fort taux de conformité, supérieur à 80%, donc notamment pour l'oxaliplatine. On a des molécules avec des faibles taux de conformité, donc inférieurs à 60%. On avait l'Irino, la vincristine, la Nimsa en 2021 parce qu'on avait des soucis de reconnaissance des flacons. Et on voit qu'on a des molécules avec des indexations manuelles importantes, donc notamment la doxorubicine. On voit un écart très important entre les deux types de courbes. Et donc, ça montre qu'on a eu un plan d'indexation manuelle plus importante, du fait notamment de la coloration de la molécule. On a aussi level 4, puisqu'on utilise une petite seringue de 1 ml et que le volume est difficilement reconnaissable par DrugCam. On voit bien donc que le taux de conformité des préparations dépend bien de la molécule. Donc la troisième grande partie de cette étude, ça a été de vous envoyer un questionnaire. Déjà, je vous remercie d'avoir répondu. Et donc dans ce questionnaire, on va évaluer un peu vos pratiques et évaluer notamment la formation. Donc, dans la formation, en fait, j'avais posé des questions sur la formation initiale, donc sur DrugCam Assist et DrugCam Control. Pour 75% des centres qui m'ont répondu, donc déjà, j'avais envoyé à 44 centres et j'en ai 21 qui ont répondu. Et pour 75% des centres qui m'ont répondu, on a une formation avec habilitation et support qui est formalisée. Pour 10%, les 10% des centres où c'est pas formalisé, c'est parce qu'ils viennent juste de mettre en place DrugCam et ils ont eu des formations par Eurecam et que les supports de formation sont en cours d'écriture. Et les autres, c'est des formations donc habituelles mais sans support formalisé. Concernant DrugCam Control, c'est exactement les mêmes chiffres. Chez nous, la formation initiale, donc ça se fait par accompagnement pendant le mois de formation. On a un support écrit pour les bonnes pratiques de libération sur DrugCam Control, donc pour notamment les nouveaux arrivants, les internes, ou aussi pour les pharmaciens qui ne sont pas souvent en routine en production. Et l'évaluation des pratiques se fait par un quiz, donc ça va permettre, nous on n'a pas actuellement de réhabilitation formalisée, donc ça va nous permettre de formaliser cette réhabilitation dans le temps. La réhabilitation des préparateurs, elle est formalisée avec un support donc, pour 35% des centres. Et elle se fait donc soit par des audits, par des visualisations des vidéos, des suivis des erreurs. On a aussi l'isolateur des erreurs qui est ressorti dans les réponses. Nous, elle est formalisée et prévue à 24 mois. Lorsque j'ai demandé si vous observiez des déviations de pratique, j'ai 65% des centres qui m'ont répondu qu'il y avait des déviations de pratique depuis l'utilisation de DrugCam. Parmi donc les déviations de pratique, là, j'en ai juste cité quelques-unes, mais il y en a beaucoup plus. Il y a tout un tableau qui est ressorti. J'avais le non-respect du scénario par le préparateur, des oublis de présentation d'objets, donc notamment des seringues pleines, des présentations de l'étiquette en fin de préparation qui est non collée sur la préparation. Et j'avais aussi ce qui ressortait le plus souvent, des non-présentations d'un flacon qui était non prévu dans le scénario actif. Dans les actions correctives citées, on va avoir des corrections collectives ou individuelles. On a des analyses de non-conformité, des audits de vidéos a posteriori, des formations continues et des suivis d'habilitation et une mise en place d'isolateurs des erreurs. Nous, on a observé des déviations de pratique c'était ce qu'on avait fait lors de la première partie du webinaire par l'analyse de risque de notre AMDEC. Lorsque j'ai posé la question d'une estimation une estimation possible entre est-ce qu'il existe un lien entre l'expérience préparateur et l'erreur de préparation. Alors, les estimations sont différentes en fonction des centres. J'ai 55% des centres qui m'ont répondu qu'il n'y a pas d'impact entre l'expérience préparateur et les erreurs de préparation. 30% estiment que plus préparateur va être expert, moins les erreurs seront fréquentes. Et 15% ne m'ont formulé aucune réponse. Donc là, c'est pour conclure en fait sur cette partie, suivre
comment construire un outil de supervision à l'aide de DRUCAM pour suivre les erreurs de préparation. On a vu que suivre les anomalies qui sont donc facilement accessibles puisque extractibles de la base de données de DRUCAM permet de suivre les erreurs de préparation. Bon, l'objectif étant maintenant de pouvoir renseigner l'issue de l'anomalie et de pouvoir du coup extraire directement les erreurs. Donc ça, ce serait optimal. Au niveau de l'expérience, on a vu que donc on a fait peut-être des choses à redéfinir parce que suivre les anomalies par préparateur permettrait en fait de redéfinir des bornes de formation. On voit qu'il y a des déviations de pratique qui arrivent très rapidement. Donc il y a des actions correctives à mettre en place assez rapidement pour pas que ça s'installe de manière pérenne au sein de l'équipe. Le rebond d'erreur après 24 mois, peut-être à redéfinir la réhabilitation peut-être un peu plus tôt. Le temps de préparation est aussi un indicateur intéressant à suivre qui permet d'identifier des situations à risque d'erreur. On a vu que sur des temps longs, il y avait un risque d'erreur supplémentaire. Donc, on pourrait isoler des conditions, des situations à risque, comme des scénarios complexes, des scénarios avec beaucoup de molécules, des préparations avec beaucoup de molécules à présenter, des molécules à reconstituer qui sont longues, qui peuvent faire intervenir les interruptions de tâches si le préparateur parle ou choses comme ça, les problèmes de reconnaissance des flacons et l'emploi d'indexation manuelle. En parlant d'indexation manuelle, on a vu au cours de notre analyse de risque que l'indexation manuelle était un risque élevé d'erreur de préparation et par sa levée de verrou, une étape critique et notamment de non-détection à la libération sur DRUCAM contrôle. Donc, suivre le taux d'indexation manuelle peut être pertinent, notamment par molécule. Ça permettrait d'identifier des défauts de paramétrage et de détection d'objets. Suivre le taux d'indexation manuelle par préparateur permettrait d'identifier les déviations de pratique, notamment quand il ne respecte plus les scénarios. Suivre le taux d'indexation manuelle par temps de préparation, donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas étudié, mais on pourrait émettre l'hypothèse que l'indexation manuelle rallonge le temps de préparation et donc un risque d'erreur. Et en plus, ça va à l'encontre de l'efficience puisque on rallonge les délais de mise à disposition. L'indexation manuelle impose aussi une formation solide à la libération pour exercer une levée de doute et ne pas passer à côté d'une erreur non détectée. Donc là, en fait, c'est un petit schéma pour reprendre donc mon analyse de risque que j'ai réalisée et aussi toute l'analyse de l'outil comme outil de gestion de la performance. Donc, DRUCAM sécurise l'étape de préparation des chimiothérapies injectables. Il est plus performant que le double contrôle visuel, ça a été montré par les études de La Rochelle. Ça diminue les impacts des facteurs humains. Nous, ça nous permet de répondre aux problématiques et aux risques qui avaient été identifiés sur nos processus de production lors de l'AMDEC 2015. Et grâce à l'exploitation des données, on peut s'en servir comme outil de supervision des erreurs de préparation. En parallèle, on a eu des nouveaux risques qui sont apparus, notamment l'exposition professionnelle qui n'est pas connue actuellement et qui peut être liée donc à des modifications de pratiques puisque l'outil amène forcément des modifications de pratiques et notamment du nouveau matériel en isolateur. Les déviations de pratiques que nous on a observé et que les centres questionnés ont observé aussi. Et le danger des scénarios préconçus et de l'indexation manuelle obligatoire. Tout cela repose sur un socle assez fragile qui symbolise la relation complexe entre l'homme et la machine, puisque déjà, il faut une coopération entre les deux, une collaboration. Et on a un risque aussi, ça c'est ce que aussi les centres qui ont été questionnés m'ont rapporté, un risque de perte de l'analyse critique des préparateurs et des effets de tunnelisation chez les préparateurs experts. Donc ça, je vais vous présenter nos perspectives, ce que l'on souhaiterait mettre en place. Donc déjà, par rapport à l'analyse de risque, on voudrait mettre en place des actions correctives, donc c'est-à-dire revoir la formation, la réhabilitation, prévoir des prélèvements sur passif. Donc là, actuellement, on a une thèse qui est en cours et on a déjà des premiers résultats. On voit qu'il y a déjà des contaminations, enfin qu'il y a un relevé de contamination en fait sur le support de RECAM. Et on souhaiterait aussi mettre en place des audits de pratique pour travailler sur les bonnes pratiques de préparation. Pour améliorer la gestion de l'indexation manuelle, donc ça, on avait déjà présenté à DRUCAM, et en fait, ils nous ont dit qu'il allait avoir des scénarios flexibles. Donc ça, déjà, ce serait bien pour éviter les indexations manuelles obligatoires. Améliorer la gestion de caméras de scène, apparemment, ce serait pas possible.
Donc ça, c'était dans le cas de figure où on avait des oublis de présentation de seringues pleines et parfois, ça rend la libération compliquée puisqu'on ne voit pas le volume. Au niveau de DRUCAM comme outil de supervision, on souhaiterait tester notre base complète avec un outil de régression linéaire pour faire une étude de confirmation de ce qu'on a réalisé au cours de cette thèse et identifier de nouvelles variables explicatives pour ensuite, en fait, c'est là où on aimerait que vous interveniez, en tout cas trouver d'autres centres dans ce projet, mettre en place une étude multicentrique où on pourrait évaluer la reproductibilité de la méthode, identifier de nouvelles variables explicatives et étudier la pluralité de pratiques. L'objectif final serait de construire un module de supervision qui pourrait ou pas être intégré dans DRUCAM. Et on pourrait suivre des variables et des indicateurs, suivre les variables et indicateurs qu'on aura donc identifiés lors des précédentes études, identifier des situations à risque d'erreur de préparation, donc pouvoir anticiper ce risque d'erreur et pouvoir le corriger assez rapidement, et suivre les temps de formation individuelle ou collective, que ce soit préparateur ou pharmacien, dans le cadre de la gestion des risques et de la performance de l'unité. Je vous remercie de m'avoir écouté. On va vous faire parvenir un questionnaire en fait pour savoir si vous souhaiteriez participer à notre étude, enfin à une étude multicentrique. L'objectif serait vraiment de mettre en commun une grosse base de données pour vérifier les indicateurs, pour vérifier les indicateurs qu'on a identifiés, si on peut retrouver les mêmes résultats. Et pourquoi pas aussi discuter sur d'autres idées, d'autres indicateurs possibles. Et peut-être ce sujet a peut-être été déjà abordé dans votre centre, donc pour mettre en commun nos projets.